Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 28 mai 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Maurice Portiche, qui est en Hongrie, à Budapest. Bonjour Maurice, comment vas-tu? Bonjour Marc, je vais très bien. Alors, nous sommes rencontrés en Hongrie il y a un peu plus d'un an. Je me rappelle, c'était très sympathique. Tu as dû rentrer en France plusieurs fois. Là, en ce moment, tu es à Budapest ou en France? Non, maintenant je vis à Budapest d'une manière permanente D'accord. depuis début 2020, c'est-à-dire en fait depuis le début de la crise du Covid. C'est la crise de Covid qui m'a conduit à m'installer ici définitivement parce qu'avant j'étais en Chine, je travaillais en Chine et évidemment le Covid a fait que toutes les activités ont été arrêtées pendant plus de 2 ans et après, bon, du coup, je suis maintenant installé à demeure en Hongrie, à Budapest, un pays que j'ai découvert exactement il y a 10 ans par le fait du hasard et que j'ai trouvé très charmant. C'est un pays, une région de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, que j'ignorais totalement. Et j'ai trouvé cette capitale provinciale très charmante avec des restes de l'Empire, des bâtiments historiques, des immeubles d'habitation de style de l'Empire, vraiment très romantique et qui laisse imaginer ce que c'était que cette capitale il y a encore un siècle. Mhm. Et enfin, une des raisons qui m'a fait choisir de vivre ici aussi, c'est que la situation, tout le monde le sait, hein, la situation en France se dégrade avec l'insécurité due à l'immigration, ne nous le cachons pas. La vie en France est devenue de plus en plus difficile, de plus en plus impossible. Il y a des problèmes tous les problèmes que nous connaissons, nous, Français, en France, n'existent pas en Hongrie. Quand je suis à Budapest, j'ai l'impression de vivre dans une société que j'ai connue dans les années 60, 70, voire même début 80 en France. Pour voir cette ambiance, il faut revoir les anciens films de Sauté, de Lelouch, que je revois d'ailleurs avec plaisir, où on voit un autre Paris et on voit une autre France. C'est peut-être un peu nostalgique ce que je dis, mais c'est la vérité. Et quand je vis à Budapest, sur un plan psychologique, je me sens libéré, si tu veux, de toutes les contraintes que je ressens chaque fois que je mets les pieds à Paris. La semaine prochaine, je vais aller à Paris, par exemple. Je vais passer 15 jours en France et puis une petite semaine à Paris. Je vais là-bas toujours avec beaucoup de crainte, toujours dans un état d'alerte et puis dans un état de colère de voir ce pays que j'aime tant défiguré, de voir cette capitale, la plus belle capitale du monde, dont tout le monde était très fier quand j'étais jeune et aujourd'hui est devenue une poubelle. Bon, voilà. À Budapest, non, c'est pas ça. C'est une société paisible. Euh, le problème migratoire n'existe pas. Il y a une immigration, mais c'est une immigration contrôlée en, Choisi. en nature et puis contrôlée également géographiquement parlant. Ce pays a besoin de main-d'œuvre étrangère, comme beaucoup de pays européens, mais a décidé volontairement, et à mon point de vue à juste titre, d'ouvrir ses portes seulement à un certain nombre de pays asiatiques. Donc, c'est une immigration asiatique, alors philippines, indonésienne, vietnamienne, chinoise, qui vient travailler sur des contrats. Une fois que les contrats sont achevés, soit ils sont reconduits, et s'ils ne sont pas reconduits, ils doivent repartir. Donc, ce n'est pas une immigration de peuplement, ce n'est pas une immigration qui pose problème socio-culturel, c'est une immigration purement économique et qui apporte sa Travail. contribution au développement de la Hongrie. Donc on est vraiment dans une situation totalement inverse de celle que nous connaissons en France. Et enfin, je dois le dire aussi, je me sens à l'aise parce que je suis dans une société chrétienne. Il y a une homogénéité culturelle dont les racines, dont les fondements sont le judéo-christianisme, et surtout le christianisme et le catholicisme en particulier. Et tout le monde se retrouve dedans. Il y a, même si on ne parle pas le hongrois, même si on n'est pas hongrois, à partir du moment où on est chrétien, catholique, et qu'on appartient à cette civilisation européenne chrétienne, on se sent à l'aise en Hongrie.
on n'est pas sur une planète Mars. On se sent chez soi et on aimerait bien que chez soi continue à être comme ça. D'accord. Je me rappelle quand nous nous sommes vus à Budapest, nous étions dans un café français, il y a pas mal de restaurants français. Est-ce qu'en quelque sorte, tu te sens plus en France, en Hongrie, qu'en France? C'est-à-dire, comme tu as dit, tu retrouves un peu la France d'autrefois. Donc, aujourd'hui, tu reconnais plus la France en quelque sorte. Ah non, pour moi, la France est totalement défigurée. Elle est martyrisée. Chaque jour qui passe, c'est un petit lambeau de France que j'ai connu qui disparaît. C'est un désastre. Alors évidemment, je ne peux pas parler au nom de la jeunesse française. Peut-être que la jeunesse française s'y retrouve. Peut-être que pour elle, il n'y a pas de problème, que c'est leur pays Ça dépend et quelle qu'ils aiment jeunesse. vivre dans ce pays. Bon, alors ça, c'est leur problème, c'est leur sujet. Mais pour ce qui me concerne, les Français de ma génération, je crois, beaucoup réagissent comme moi. D'accord. Que certains vont critiquer et dire que des expats, des Français de l'étranger, ils disent qu'ils aiment la France, mais ils quittent la France, ils se disent patriotes, mais ils quittent le bateau qui coule. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, c'est très simple. Quitter la France, c'est pas trahir la France, c'est pas quitter un bateau qui coule. Regarde l'histoire. La France a toujours été sauvée de l'extérieur. La France était naufragée en 39-40. Ce n'est pas les Français qui sont restés sur place qui ont sauvé la France. Ceux qui ont sauvé la France sont qui ont eu le courage à cette époque de quitter la France, de rejoindre le général de Gaulle et de continuer la lutte, la guerre contre le nazisme, alors que ceux qui sont restés, eux, ont collaboré ou ont subi la collaboration. Donc c'est faux, c'est un argument qui est totalement faux. C'est de l'extérieur qu'on voit véritablement les problèmes. Moi, ce qui me frappe, c'est quand je vais en France et que je parle avec des Français, je suis frappé par la cécité. Ils ne voient même plus les problèmes dans lesquels ils se trouvent, tellement ils sont imbibés dedans. Ils ne se rendent même plus compte de ce que c'est que la France. Ils n'ont même plus aucune notion de ce que c'est que défendre la France. Je te donne un exemple. Samedi, à Budapest, il va y avoir une marche contre la guerre, risque de guerre en Europe. Bon, sujet fondamental. Jamais ce sujet est évoqué en France. C'est l'omerta. Or, dans les mêmes temps, il va y avoir une marche organisée en France pour le Hamas, pour que cesse la guerre à Gaza. Donc, sans commentaire, les Hongrois sont conscients de la menace d'une guerre généralisée en Europe, et les Français, eux, ils vont descendre dans la rue pour cesser la guerre en Palestine. Voilà le décalage. C'est vraiment un autre monde. Alors maintenant, donc tu es installé à Budapest. C'est quoi tes projets? Tu souhaites y rester pour le long terme? C'est temporaire? C'est quoi la suite pour toi? Oui, pour ma part, j'ai fait ce choix. Oui, je vais rester pour le long terme, bien sûr. Alors, tu as vécu dans pas mal de pays dans le monde. Tu es ancien ambassadeur de France. Tu as été diplomate. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Écoute, j'ai un parcours qui est essentiellement asiatique, puisque je suis rentré au Quai d'Orsay par le concours du Cadre d'Orient, c'est-à-dire on a été recruté à l'époque sur les connaissances générales, bien entendu, mais aussi sur la connaissance particulière des civilisations orientales. Et moi, j'avais choisi l'Asie. Ce qui fait que j'ai été en poste à Hong Kong, là où tu es, où j'étais consul général adjoint chargé de la culture et de la science. J'ai été en Chine à l'époque de la période d'ouverture. C'était une période palpitante, excitante, parce que j'ai vu vraiment comment les choses ont démarré au début des années 80. Phénomène que les gens ont oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a 40 ans, la Chine, c'était le tiers-monde, c'était même le quart-monde, c'était comme l'Afrique. Et maintenant, c'est devenu la première, sinon la deuxième grande puissance mondiale. J'étais en poste au Japon, à l'époque où le Japon était un grand dragon. J'étais en poste aux États-Unis, évidemment. Alors, les États-Unis, il n'y a rien à dire dessus. Et puis, j'étais en poste en Afrique, où je connais également l'enjeu africain, ce qui fait que j'ai une vision assez globale du monde, à l'exception de l'Europe. Voilà. D'accord. Et, Encore que l'Europe, encore que l'Europe, et ça peut rejoindre le sujet de l'Ukraine, mon premier poste, ma première affectation fut à Genève, où j'étais membre de la délégation française à la CSCE. CSCE, ça veut dire
conférence pour la coopération européenne, de la sécurité européenne. C'est-à-dire qu'à l'époque, 35 pays étaient réunis à Genève pour négocier, c'est-à-dire tous les pays de l'Europe, de l'Ouest et de l'Est, plus États-Unis et Canada, pour négocier la sécurité en Europe. On était en pleine guerre froide. Et donc, j'ai participé à cette conférence où j'étais responsable de, on appelait ça de la corbeille culture et communication. Donc, je négociais au nom de la France tous les sujets culturels et de communication entre l'Est et l'Ouest. L'idée, c'était d'essayer de faire en sorte que comment on appelle ça, la muraille de fer, comment on appelle ça, je me souviens plus. Le rideau de fer. Le rideau de fer. Comment? Le Le rideau de rideau de fer. fer. Ouais. Oui, de faire en sorte que le rideau de fer soit perméable aux idées occidentales pour faire progresser de l'intérieur les sociétés sous l'Empire soviétique. Et cette conférence est très importante, à mon sens, pour ce qui concerne l'évolution de l'Empire soviétique qui a abouti en 91 au démantèlement de l'URSS. Et il y a eu un traité qu'on appelle le traité de Helsinki, signé en août 1975, où tous les grands de ce monde qui participaient à la conférence ont signé ce traité. On a oublié tout ça aujourd'hui. On a oublié qu'on voulait absolument faire la paix. On a oublié que même avec l'URSS, dont on considérait que l'URSS était la grande menace mondiale, le diable incarné, on voulait malgré tout dialoguer avec ce pays et faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre et d'holocauste nucléaire et de faire en sorte que tous les Européens se réunissent. On a oublié tout ça. Et aujourd'hui, regardons ce qui se passe. La Russie, qui n'est plus l'URSS, qui revient vers un État traditionnel, qui renoue avec son passé, qui tourne la page du communisme, et tout d'un coup, les Européens oublient tout ça et veulent faire la guerre contre la Russie. C'est une aberration. Donc, comment tu analyses la situation actuelle? Il faut arrêter de trop approvisionner l'Ukraine en armes, en argent et tout le reste. Comment on fait pour avoir la paix? Ben, écoute, d'abord, il faut partir au départ. Il ne faut pas regarder le problème comme une photographie. C'est un film. Et le film a démarré en 2014. La photographie a démarré le 22 février 2022. Or, tous les Occidentaux ne voient que l'image, que Ouais. la photo du 22 octobre 2022, mais refusent de voir le film qui a démarré en 2014 avec l'affaire de Maïdan. Il était clair, quand on connaît les affaires internationales, quand on s'y intéresse, quand on veut analyser les choses d'une manière approfondie, il était clair qu'en 2014, la guerre était déjà annoncée par l'Occident, c'est-à-dire en particulier par les États-Unis, et l'Union européenne a fait du suivisme par rapport aux États-Unis. La guerre a été provoquée, c'est pour ça que le 23 février 2022, tout de suite, Biden a déclaré que c'était une guerre non provoquée. Pourquoi être amené à dire que c'était une guerre non provoquée? Sinon parce que, en fait, elle a été provoquée. Bon, je ferme la Par les parenthèse. Américains. Maintenant, il y a une guerre. Il y a une guerre en Ukraine. Cette guerre, la cause essentielle, elle est sécuritaire. C'est pour ça que je parlais de la CSCE au départ. Elle est sécuritaire. C'est-à-dire que tout pays a droit à sa sécurité. La Russie a droit à sa sécurité et l'Europe a droit à sa sécurité. Mais il n'y a aucune sécurité qui peut être obtenue aux dépens de l'autre. Pour que la sécurité existe, il faut qu'elle soit totale, qu'elle concerne tous les partenaires et pas seulement un partenaire. Or, actuellement, la Russie, elle se sent menacée en ce qui concerne son existence même. De plus, dans ce contexte de fond qui est essentiel, il y a le problème des Russes du Donbass qui depuis 2014, étaient bombardés par l'armée ukrainienne qui voulait se faire, disons-le d'une manière crue, qui voulait se faire des Russes. 8000 Russes ont été tués, civils, depuis 2014 à 2022, dans l'indifférence totale
de l'Union européenne et des États-Unis. Or, évidemment, la Russie, à un certain moment, il a fallu qu'elle protège aussi ses propres ressortissants. Donc ça, c'est une deuxième raison. Mais la première raison, la raison principale, c'est la raison de sécurité. Et tant qu'on n'arrivera pas à se mettre dans la tête que la Russie aussi a besoin d'être sécurisée, on n'arrivera pas vers la paix. Quel est ton souhait? Tu es candidat sur la liste de Marion Maréchal. Marion Maréchal a dit qu'elle souhaitait la victoire de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, là, je parle en mon nom personnel. Je pense que dans cette affaire, tout le monde est perdant dans cette guerre. Il n'y a pas de gagnant. Tout le monde est perdant. Donc, il faut l'arrêter le plus rapidement possible. On voit bien que les économies européennes s'effondrent depuis 2 ans à cause d'une part des sanctions qui se sont retournées contre les sanctionneurs, en matière énergétique par exemple, en matière de marché, en matière de débouchés commerciaux sur le marché russe. L'Europe s'est effondrée également en termes d'aide financière qu'elle a apportée à l'Ukraine, qui jusqu'à présent n'a servi à rien. On sait que ce pays est totalement corrompu jusqu'à la moelle. L'Europe s'est démilitarisée en vidant ses caisses, en vidant ses tiroirs de tout ce qu'elle avait encore d'armement au profit de l'Ukraine, sans résultat tangible. Donc jusqu'à présent, personne n'y a gagné, sauf les États-Unis. Les États-Unis sont les grands vainqueurs de la situation actuelle, puisque c'est eux qui ont voulu faire en sorte que la Russie soit coupée de l'Europe et en particulier de l'Allemagne. Le sabotage de Nord Stream, c'était ça, couper le cordon énergétique entre l'Union européenne et la Russie, parce que l'Union européenne bénéficiait d'une compétitivité énergétique avec du gaz et du pétrole russe pas cher par rapport aux Américains, et donc il fallait cesser ça. Donc les Américains ont gagné. Maintenant, l'Europe est totalement dépendante sur le plan énergétique des États-Unis, qui nous vendent leur gaz à, schiste, à bitume de schiste 4 fois, 6 fois supérieur au prix du marché normal auquel nous étions habitués. Et en plus, maintenant, ils se permettent même de nous faire du chantage en disant ah ben non, ils ne peuvent pas tellement nous en vendre parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Pourquoi ils disent ça? C'est pour augmenter les prix. Alors on s'est mis complètement entre les mains des Américains sur le plan énergétique, donc économique, parce qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'industrie sans l'énergie. Alors, tu es sûr que ce sont les Américains qui sont derrière le sabotage de Nord Stream? Ah ben tout à fait, c'est tout à fait clair. Personne ne veut le dire, mais c'est tout à fait clair. D'accord. Alors, bon, parlons des européennes, de sujets d'actualité. Tu es candidat en numéro 46, je crois, environ, Oui. sur la liste de Marion Maréchal. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et pourquoi il faut voter pour votre liste? Des bonnes questions. Bon, ces élections européennes, elles sont extrêmement importantes, il faut le savoir, parce que là, on est à la croisée des chemins pour ce qui concerne le destin de l'Europe. Il y a à l'évidence deux visions qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a une vision étatiste fédérale et puis il y a une vision Europe des nations. La vision étatiste fédérale, elle est portée par les progressistes mondialistes qui sont actuellement au pouvoir à Bruxelles et dont la plupart des gouvernements européens sont également entre les mains de ces gens-là. L'opposition à cette dérive, non pas à cette dérive, c'est une volonté, à cette volonté fédéraliste, elle est très faible, puisque ce sont essentiellement des partis d'opposition qui partagent cette idée de nation et de souverainisme. Le Parlement, lui, il est actuellement en majorité entre les mains des progressistes et des fédéralistes. Donc, on est arrivé vraiment à la croisée des chemins. Si demain, si demain, 10 juin exactement, la majorité du Parlement basculait et qu'on arriverait vers une majorité de droite souverainiste, je ne dis pas que le problème est réglé, pas du tout. Il ne sera pas réglé parce que tout simplement, il faut être, il faut être honnête, le Parlement européen est une institution qui n'a aucun pouvoir. C'est un Parlement qui n'a pas le droit de légiférer. C'est quand même extraordinaire. Un Parlement qui n'a pas le droit de l'initiative des lois. Ce n'est donc pas un Parlement. C'est en réalité un Parlement de nom pour donner à ces institutions européennes une espèce de couleur démocratique qui n'en est pas, puisque les institutions européennes sont au contraire des institutions technocratiques, autoritaires
et non démocratique. Alors moi, je pousse évidemment à ce que on vote pour Reconquête. Pourquoi? Pourquoi Reconquête et pourquoi pas le Rassemblement national? Et pourquoi pas Asselineau et Philippot, qui Ouais. eux aussi préconisent des idées qui, de mon point de vue, vont tout à fait dans mon sens, parce que moi je suis un défendeur de la nation et de la souveraineté française. Bon, d'abord, je vais me dire pourquoi je ne suis pas favorable à l'idée du Frexit. L'idée du Frexit, si tu veux, à prime abord, c'est très séduisant, parce qu'on coupe tout simplement le cordon, et puis fini, on n'est plus dans l'Union européenne, et on est tranquille, on est chez soi. C'est vite dit, parce que quand on a vu le Brexit, on a vu les difficultés qu'il y a eu pour sortir, que l'Angleterre a eu pour sortir du Brexit. Plus de 2 ans de négociations. 2 ans de négociations pendant lesquelles les deux gouvernements qui se sont succédés ont dû faire preuve de continuité et de courage pour faire face à toutes les demandes, les exigences posées par la Commission européenne. Ils y sont quand même parvenus avec beaucoup de difficultés. Et en plus, l'Angleterre dispose de sa propre monnaie. Elle n'est pas dans la zone euro. Nous, on est dans la zone euro. Ce qui veut dire que le Frexit veut dire également sortir de la zone euro. Bien. Alors, le Frexit, ça signifierait quoi? Ça signifierait, supposons que les Français votent pour le Frexit. Eh bien, si on vote pour le Frexit pendant 2, 3 années, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça va être la bataille avec la Commission européenne pour pouvoir sortir légalement. Parce que le Frexit, c'est une sortie légale. C'est pas une sortie, le voleur qui part comme ça de la nuit et puis dire au revoir, je ne Ouais, vous connais faut tout plus. négocier. Le Frexit, c'est une sortie légale au titre de l'article 50 de la charte de l'Union européenne. Et donc, ça passe par des procédures extrêmement lourdes. Alors, tu nous vois, les Français, pendant 2 ou 3 ans, ne faire que ça. Quand je connais les Français, je sais que ça ne marchera pas et qu'il arrivera un moment où on va lâcher. Et alors là, on sera dans la pire des situations. On sera pas sorti, on sera toujours à l'intérieur et on a voulu sortir, on n'a pas pu sortir. Alors, Ça, c'est extrêmement dramatique. ça veut dire quoi? Ça ne Bien. marchera pas parce que quand tu connais les Français, tu veux dire quoi exactement? Ce que je veux dire, c'est que les Français n'ont pas la continuité d'esprit. Ils vont pas être suffisamment volontaires et endurants pour accepter pendant 2 ou 3 ans des négociations difficiles avec la Commission. Il suffit d'un petit changement quelconque et, hop, et on va avoir des problèmes. Les Français ne sont pas les Anglais. On n'est pas aussi obstinés que les Anglais. On est beaucoup plus faible mentalement et psychologiquement que les Anglais. Bon, donc, bref, je peux peut-être me tromper là-dessus sur l'aspect psychologique collectif des Français. Mais ce que je dis, c'est que ça va être extrêmement difficile pendant 2 ou 3 ans, sans compter l'euro. Alors, l'euro, c'est un sujet qui est extrêmement brûlant. Moi, personnellement, je suis favorable à la sortie de l'euro. Il y a des économistes tout à fait éminents, des gens très sérieux qui le préconisent, comme Sapir, comme Delamarche, sont des gens très, très sérieux. Mais il ne cache pas que la sortie de l'euro va produire, va générer une période à court terme ou au moyen terme d'extrêmes difficultés économiques et sociales pour les Français. Est-ce que les Français vont accepter cette potion amère pour sortir de l'euro afin de devenir maîtres chez eux? Je n'en suis pas sûr. D'accord. Tu Et on comprends? rappelle d'ailleurs en Hongrie, la Hongrie n'est pas dans l'euro. Donc, tu habites en Hongrie où c'est un pays assez bien géré, qui ne sont pas dans l'euro. Donc, tu préconiserais, dans un monde idéal, que la France suive le chemin de la Hongrie, j'ai l'impression. Bah, dans un monde idéal, la France qui est un grand pays, selon moi, la France est un grand pays, même si la plupart des Français pensent que la France est petite, la France doit avoir sa monnaie. La Suisse a sa monnaie, Singapour a sa monnaie. Singapour est un des pays les plus riches du monde, les plus développés du monde. Singapour a sa monnaie. Quel est le problème? Pourquoi nous, Français, puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, septième puissance économique mondiale, deuxième puissance économique européenne, pourquoi nous, on n'aurait pas la possibilité, la force d'avoir notre monnaie? C'est aberrant. D'accord. Et tu parlais du Brexit tout à l'heure. Comment tu analyses la situation, notamment en termes de sécurité? Voilà, donc il y en a des avis différents en concernant la situation de l'économie britannique. Certains disent que ça va bien, ça va pas bien.
Mais c'est vrai que quand on regarde la situation du Royaume-Uni par rapport à la France, on a plusieurs maires qui sont des islamistes. On a un problème de grand remplacement qui est plus important au Royaume-Uni qu'en France. Donc, est-ce que ça va un petit peu dans ton sens en disant que, bon, il y a pas mal de souverainistes qui soutiennent Asselineau, Philippot, qui disent qu'on ne peut rien faire en restant de l'Union européenne, mais même quand on sort de l'Union européenne, si on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça conforte un petit peu ton discours, j'ai l'impression. Alors, je vais aller plus loin. Pas de Frexit pour les raisons que je viens de te dire. Mais il faut démolir de l'intérieur la Commission européenne. La Commission européenne qui a opéré un véritable coup d'État institutionnel, qui a pris le pouvoir, alors que, à l'origine, elle n'existait pas. La Commission européenne, elle est partie de quoi? Elle est partie d'un secrétariat. C'était le secrétariat du Conseil de l'Europe, du Conseil européen, pardon. Conseil européen. Conseil européen, je le rappelle, c'est la réunion mensuelle, me semble-t-il, de tous les chefs d'État et de gouvernement européens. Donc c'était l'exécutif de l'Union européenne. Cet exécutif, ce pouvoir exécutif s'est déplacé au fil des ans en faveur de la Commission qui, chaque année, chaque mois, chaque année, augmente son pouvoir d'action. On l'a vu avec le Covid, on le voit maintenant avec l'Ukraine, avec la guerre. C'est un, c'est une institution totalement dangereuse dont il faut se débarrasser. Il y a un concept qui dit bien cela, qui a été forgé par Guillaume Bigot, je ne sais pas si tu connais, Oui, bien sûr. et il parle de Brexit. Brexit, c'est-à-dire dégager Bruxelles. Mais est-ce que c'est possible? Parce que Parce beaucoup que de gens disent c'est bien beau comme discours, mais c'est impossible, on ne va jamais y arriver. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, ça a coupé Je vais une te dire seconde. pourquoi. Parce que si on veut sortir de l'Europe, de l'Union européenne, par les voies légales, on va subir des contraintes juridiques extraordinaires et on s'en sortira pas. Si on fait le Brexit, ce n'est plus une démarche juridique, c'est une démarche politique. C'est-à-dire qu'on s'assied sur le droit, comme la Commission s'assied sur le droit pour élargir ses pouvoirs. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Tu as la von der Leyen, la chef de la Commission, qui passe son temps à rappeler le droit et qui passe son temps à le violer pour augmenter ses compétences totalement illégales et illégitimes. Donc, ce qui veut dire que si la France veut s'en sortir, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'elle veuille faire les choses. Si elle veut faire les choses, elle se désintéresse complètement de tout ce qui est juridique. Ça ne la concerne plus. Elle décide tout simplement de ne pas respecter tout ce qui va à l'encontre de ses intérêts nationaux, comme faisait le général de Gaulle avec la politique de la chaise vide. La France, deuxième puissance contributrice nette pour l'Union européenne, qui va lui empêcher de faire quoi que ce soit? Est-ce que la Commission va lui envoyer une armée de policiers ou de gendarmes pour lui demander de la remettre dans le droit chemin? Bien sûr que non. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la tête des politiques français, dans la tête de nos dirigeants, dans la tête de nos élites qui ne veulent rien faire contre l'Europe parce que ça leur convient très bien. Ils ont accepté de brader leur nation, tout simplement. Et donc, ils se réfugient derrière le juridisme pour dire que ce n'est pas possible. Ok. Le politique, c'est le retour du politique qu'il faut obtenir, de manière à ce que on défend nos intérêts. La première des choses, c'est de sortir de la CEDH pour recouvrer notre souveraineté juridique. Sortir de la CEDH, ça ne pose aucun problème, parce que entrer dans une cour internationale, c'est un acte de souveraineté, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on donne notre souveraineté à perpétuité à la cour. Mm. La souveraineté peut te permettre de te retirer de la cour.
Rien ne t'interdit de te retirer de la Cour. Or, cette Cour définit des normes, définit des principes, etc., qui sont repris ensuite par nos grandes cours, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, qui nous ligotent. Donc, volonté politique. C'est pour ça que je pense que le Brexit est une bonne démarche, c'est une démarche politique, et c'est ce que préconise précisément Reconquête. D'accord. Donc, je résume, changer l'Union européenne de l'intérieur, mais sortir de la CEDH Pas et changer, exploser, dynamiter, exploser la CEDH. Ah, exploser la dynamiter Commission, l'Union européenne, la Bruxelles. dynamiter D'accord, l'Union voilà. européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, Sortir de de la Cour manière à ce que européenne des droits de l'homme. Ouais. les nations puissent prévaloir leur point de vue. On voit bien, par exemple, la Hongrie, tu connais le cas de la Hongrie, mais il y a un autre cas qui est très intéressant, et évidemment les médias français font l'omerta dessus, ce qui montre à quel point nos élites sont vassalisées, et pourtant c'est un pays européen, sont les Pays-Bas. Il y a un nouveau gouvernement qui vient de sortir, au bout de 6 mois de négociations, Wilders a finalement créé l'Union des droites Mhm. hollandaise, néerlandaise, et ce nouveau gouvernement de droite néerlandais est extrêmement radical dans sa vision de l'Union européenne. Ouais. Un, il refuse le pacte migratoire. Deux, il refuse le pacte vert. Trois, et il réclame la souveraineté des nations. Donc il est entièrement dans cet esprit de Brexit. Les médias n'en parlent pas. Et ce qui est très surprenant aussi, c'est que nos politiques n'en parlent pas. Ben, si, ils en parlent, mais pas beaucoup. Ou en tout cas, ils ne sont pas très audibles. Voilà. Moi, j'en ai pas entendu parler. Il y a quelques articles, Je n'ai mais pas bon, c'est entendu vrai que parler. c'est pas mainstream. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'OTAN? On Ah reste ben dans l'OTAN, l'OTAN? il faut s'en sortir. Évidemment, l'OTAN, évidemment. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Complètement, pas seulement le commandement intégré, tout l'OTAN. Non, 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 non. L'OTAN, c'est deux choses. C'est l'Alliance Atlantique, c'est deux choses. Oui, ça revient. Allô? Oui. Oui, c'est moi, ça coupe une L'OTAN, seconde. c'est l'Alliance Atlantique et l'organe militaire intégré. De Gaulle avait retiré la France en 1964 de l'organe militaire intégré. La France était toujours dans l'Alliance Atlantique. Sarkozy a réintroduit la France dans l'organe militaire intégré. Donc ce qu'il faut, c'est sortir de l'organe militaire intégré et rester dans l'Alliance Atlantique. Ah, d'accord. Donc, on reste dans Ainsi, nous l'OTAN, mais sommes, on sort du commandement intégré. voilà, et on recouvre notre indépendance militaire. Et c'est ça qui est fondamental, ce qui nous évite d'entrer dans les aventures militaires otaniennes organisées par les Américains. D'accord. Mais si on sort du commandement intégré, mais qu'on reste dans l'OTAN, dans tous les cas, on reste quand même, il y a une solidarité au sein de l'OTAN. On est quand même Non, engagé. non, non, pas du tout. Ah Non, bon? non, on est maître pour disposer de nos troupes et pour faire de ce que l'on veut de nos troupes. Mais Alors si on a quand qu'aujourd'hui, même. on n'est plus maître. Aujourd'hui, on n'est plus maître. Aujourd'hui, les États-Unis décident de faire la guerre, et bien on est obligé de faire la guerre. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de rester dans l'OTAN? Ah ben, pour moi, il n'y en a aucun. Sinon que la France perd sa souveraineté. Et plus grave, on voit bien par exemple dernièrement, pour moi ça a été un choc, ça a été vraiment une provocation de voir que pour la première fois, notre porte-avions Charles de Charles de Gaulle, Gaulle, oui. hein, a été mis à la disposition de l'OTAN. Ça, c'est absolument inadmissible. Et puis maintenant, on a même Macron qui dit qu'il n'est plus du tout tabou de discuter de la mutualisation de la force L'arme nucléaire nucléaire? française. Ouais. Mais, mais les Français ne se rendent pas compte de ce qui se passe en ce moment. On pourrait parler même du siège de l'ONU à partager avec les Allemands ou Et d'autres. puis même du siège, même le siège permanent de la France au Conseil de sécurité, qui pourrait être pas partagé. Pas du tout. L'idée n'est pas de le partager. L'idée est de le céder à l'Union européenne d'État fédéral. Oui, encore pire. Ok. Encore pire, D'accord. Mais alors, donc, on reste ou on sort de l'OTAN? on sort de, Ah, de on tout l'OTAN, sort alors. de l'organisme de l'OTAN et on reste dans l'Alliance Atlantique. Ah, mais on reste dans l'Alliance Atlantique. Bien D'accord. sûr, on est quand même des Occidentaux, on est quand même des alliés, on n'est pas des ennemis. On- on- D'accord. il est important d'avoir des consultations d'ordre diplomatique et politique entre les pays membres de l'OTAN,
pendant jusqu'à la réintégration de la France par Sarkozy dans les organes militaires intégrés de l'OTAN, l'ambassadeur de France auprès de l'OTAN participait aux réunions diplomatiques de l'OTAN comme tout autre pays. D'accord. Et il faut continuer comme ça. Ok, alors on a compris pourquoi tu ne soutiens pas dans l'immédiat le Frexit, donc pourquoi on ne va pas voter ni Filippo ni Asselineau. Maintenant, quelle est la différence avec le RN? Pourquoi ne pas voter RN? Alors oui, alors pourquoi ne pas voter RN? Pour moi, il y a deux raisons principales. Une raison qui n'est pas directement liée aux élections européennes, qui est liée plutôt à la vie politique nationale, et la seconde liée aux élections européennes. Liée à la vie politique nationale, il est évident qu'entre le RN et Reconquête, sur la question européenne, il y a pas mal de convergences. Il faut le reconnaître. Il y a au moins 80% de convergence entre ces deux partis. Mais ce qui distingue fondamentalement Reconquête du Rassemblement national, c'est le programme économique. Voilà, on est d'accord. Le programme économique de RN est un programme de gauche. C'est un programme socialiste, en fait. Voilà. Bon, moi, le socialisme, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras la casquette. C'est le socialisme qui nous a conduits dans la voie sans issue dans laquelle on se trouve. Donc, il n'est pas question de recommencer avec une façon modernisée ou changée avec une autre étiquette, ce qui a été fait jusqu'à présent. Je suis plutôt favorable au programme économique de Reconquête, qui est un vrai programme de droite, qui est un programme libéral, qui repose sur la responsabilité individuelle, qui refuse l'assistanat, qui veut diminuer le niveau fiscal. On a atteint un niveau fiscal où on est maintenant dans un régime collectiviste et plus dans un régime libéral économique. Donc, d'un point de vue économique, je suis fondamentalement opposé au programme du Rassemblement national. C'est pour ça que Reconquête, de ce point de vue-là, de mon point de vue, est meilleur. Alors sur ce Okay. point, juste une question. Certains de nos compatriotes qui sont plutôt pro-reconquête sur le thème économique vont voter RN parce qu'ils vont dire que oui, c'est vrai qu'il c'est un programme plutôt de gauche, mais ils ne sont pas vraiment de gauche, c'est juste sur la forme, c'est pour avoir les électeurs de gauche, c'est pour toucher les classes populaires, mais en vérité, ce n'est pas le vrai programme du RN. Donc c'est juste électoraliste. Qu'est-ce que tu leur réponds? Est-ce que ça a du sens ou pas? Ou est-ce que ce n'est pas du tout ça? Est-ce que tu Mais penses ça que n'a c'est vraiment le système du RN? mais ça n'a aucun sens. Comment peut-on voter pour un parti en disant que le programme qui est annoncé n'est pas en réalité le vrai programme et qu'il y a un autre programme caché? Mais c'est insensé. Si c'est ça la politique, alors il n'y a plus aucune raison de voter. Tous les programmes sont des programmes cachés. Il faut quand même voter sur des programmes tels qu'ils sont. Et enfin, il faut surtout écouter ce que disent ces responsables. Quand on écoute Marine Le Pen, pour laquelle j'ai du respect par ailleurs, hein, je ne fais pas du anti-Marine Le Pen systématique. Hein. Bon, il y a des moments où elle dit des choses qui sont tout à fait fondées, mais il y a des moments où elle dit des choses totalement insensées. Sur le plan économique, elle ne maîtrise absolument pas le sujet. Elle, est, elle ne fait pas du racolage politique dans son programme économique. Je n'y crois pas un instant. Ah, donc tu Elle y penses que de croit. conviction, c'est vrai que de conviction, elle Elle y croit à ce croit. qu'elle dit, donc Elle ouais. se dit proche du peuple. D'accord, ouais. Elle se dit proche du peuple. Donc, elle se socialise sur le plan économique. Voilà. Bon, moi, je considère qu'au stade où la France est arrivée sur le plan économique, où ce pays est complètement étouffé, où son dynamisme n'arrive même plus à s'exprimer, il est vital de sortir de ce carcan socialiste. Et D'accord. Reconquête Ouais. le propose. Ok, donc ça, c'est la raison sur le plan national. Est-ce qu'il y en a une autre? Par exemple, Alors, l'islamisme. il y a une autre qui est à la fois européenne et nationale, qui est que il vaut mieux avoir deux partis concurrents, certes, mais qui partagent malgré tout un certain nombre de points de vue importants ensemble, comme par exemple l'immigration, comme par exemple la France avant tout au sein de l'Union européenne, de manière à ce que
lorsque on arrive à, à Strasbourg, au Parlement, on puisse avoir des alliances plus élargies, plus étendues que s'il n'y avait qu'un seul parti. Supposons qu'il n'y ait que le Rassemblement national, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. La droite française n'est représentée à Bruxelles que par le Rassemblement national. Et du fait que le Rassemblement national est ultra minoritaire, il ne peut rien faire. Et si demain, il est encore seul, il ne pourra rien faire non plus. Donc la France, qui est un grand pays, tu sais que pour les élections européennes, chaque pays a droit à un nombre de députés au prorata de sa puissance économique et démographique. Donc la France est le second pays qui a le plus de députés derrière l'Allemagne. 80. Okay, voilà, on a droit à 81 députés. Okay, bon, donc, si on veut maximiser les chances d'avoir une présence française de droite importante au Parlement, il vaut mieux avoir deux partis représentés qu'un seul. La France sera plus forte de ce point de vue-là, pour les alliances, pour les négociations, etc. Sur le plan national, le raisonnement est le même. Comment le Rassemblement national peut-il arriver au pouvoir en 2027 seul? Ce n'est pas vrai. Il butera toujours sur ce plafond de verre. Il y aura toujours le Front républicain qui va s'exercer contre lui, quoi qu'il dise et quoi qu'on dise, et qui lui empêcheront, même si elle fait un score magnifique, 49%, il lui manquera 2% et demi pour gagner. Alors, Et donc, c'est quoi le rapport avec les alors, ce qui, européennes, le fait d'avoir des députés européens reconquête? alors, ah ben si, c'est un lien direct parce que si Reconquête a des députés, ça veut dire que ça veut dire que ce parti a un avenir. Car les élections européennes, je ne le cache pas, pour la reconquête, ce sont les européennes sont des élections quand même existentielles. Ouais, si elle fait moins de 5%, c'est quand même. Bon, ça va Si toujours elle fait moins de exister, mais ce sera 5%, elle n'aura complètement pas de différent. députés. Ouais. Si elle n'a pas de députés, ça va être très, très difficile pour reconquête sur le plan national. Ouais. Tandis que si elle a 5, 6, 7, 8 députés, ça veut dire que sur le plan national, c'est un parti qui a des députés. Ouais, c'est un parti qui compte. Donc, il y a une voix qui C'est un compte. parti qui compte. Et donc, dans la perspective de 2027, le rôle que peut jouer Reconquête, c'est un rôle d'appoint, de parti d'appoint. Donc, de C'est l'appoint promouvoir qui l'union des manque, droites, voilà, dans le de cadre de l'Union des négocier droites. une union Re- avec le RN, de forcer le RN à travailler avec les autres partis. C'est ça que tu veux dire? Absolument. Si le RN est seul et conquérant, ben, il se dit, moi, je vais à la bataille tout seul, je vais la gagner. Mais il ne la gagnera pas. S'il est fort, mais pas conquérant, et qu'il sait qu'il peut, qu'il doit et qu'il peut compter sur un parti d'appoint qui va lui apporter ce qui lui manque, à ce moment-là, on a des chances d'aller au pouvoir. Regardons ce qu'a fait Mitterrand en 1981. Il a créé ce qu'on appelle la FGDS, la Fédération de la gauche démocratique et socialiste. Les Français ont oublié tout cela. Mais à l'époque, la gauche était totalement divisée. Et c'est parce qu'elle était divisée que Mitterrand a perdu deux élections présidentielles de suite. C'est seulement la troisième qu'il a gagnée. Et la troisième, il a gagné parce qu'il a fait l'union des gauches. Il a fait un programme commun avec entre le Parti socialiste, le Parti radical socialiste, le Parti communiste français et un autre parti de gauche dont j'oublie le nom, les Rocardiens, le PSU. Et donc, il y a eu quatre partis de gauche qui se sont réunis sous le pavillon FGDES. Ils ont fait campagne là-dessus. Mitterrand a été président de la gauche, par la gauche. S'il était allé tout seul, comme il a fait pendant les deux présidentielles précédentes en tant que secrétaire du Parti socialiste, il n'aurait jamais été élu. Or, le Rassemblement national se trouve dans la situation de Mitterrand, avant 81, d'être un grand parti d'opposition, fort, mais pas suffisamment fort pour l'emporter. Pas pour arriver à 50%. Voilà. Donc, il faudrait les différents partis, dont Reconquête, qui arrivent à négocier, qui s'entendent Bien sûr, pour bien que, sûr. comme a fait Zemmour en 2022, appeler à voter Marine Le Pen, par exemple, au deuxième tour. Donc, Bien ça a sûr, du parce que sens. si Reconquête existe, Reconquête Zemmour, très probablement lui, va se présenter. Il fera très probablement plus que 7% vu le contexte politique qui a changé. Mais quoi qu'il en fasse, il fait 8, 9.
C'est 8-9% qui iront vers le Rassemblement national, qui sont D'accord. indispensables pour le Rassemblement national. Ouais. Au lieu de s'abstenir, certains auraient un sentiment anti-RN, ne voteraient pas. Donc, en fait, il y a quand même un rôle existentiel à avoir, Éric Zemmour, Marion Maréchal, qui pèsent dans le paysage politique français et qui ensuite appellent à voter pour le bon candidat pour l'Union des droites. D'accord. Exactement. Puis ensuite, si la droite gagne, si Marine Le Pen est présidente de la République, elle appellera Mario Maréchal au gouvernement, etc., etc. Et on aura un gouvernement enfin d'union des droites qui va travailler. D'accord. Bon, au niveau idéologique, je pense que tout est clair. Je pense que c'est des arguments convaincants. Maintenant, en parlant un petit peu plus de la gestion interne de Reconquête, on a pas mal on va dire, surtout chez les Français de l'étranger, les amis que je connais, qui vont critiquer le parti, sa gestion, qui vont dire ceci, cela. Ils y croient moins. Donc, ils sont toujours d'accord sur le point idéologique, mais ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, par exemple, entre Éric Zemmour et Marion Maréchal, est-ce qu'il y a eu des tensions? Ce qui se dit dans les médias, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es dans le... Parce que toi, tu es candidat, tu es dans la machine. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ben, moi, franchement, je n'ai rien observé de cela. La dernière fois, il y a pas si longtemps, j'étais passé à Paris, j'étais passé au siège, j'ai rencontré Marion Maréchal, j'ai rencontré Sarah, puis j'ai rencontré d'autres qui sont moins connus du parti. Ils étaient en pleine préparation des élections européennes. Mais vraiment, je n'ai absolument pas senti aucune tension qui existait entre les unes, les autres, les uns et les autres. Au contraire, une grande ferveur. Au niveau des militants qui étaient sur place et qui travaillaient pour ces élections. Je n'ai pas vu de tension entre Sarah et Marion Maréchal. Tout ça, je pense que c'est simplement des rumeurs qui sont créées à dessein pour essayer de déstabiliser ce parti. Tu sais, les médias sont extrêmement gourmands de rumeurs, ils vivent de rumeurs. Hein. Les choses réelles, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est des choses qui n'existent pas, ou si ça n'existe pas, ils essayent de le créer. Bon, tout ça, pour moi, sont des rumeurs, ça n'a pas lieu d'être. Ok, très bien. Sur certains points qui concernent les Français de l'étranger, est-ce que tu penses que la communication de Reconquête correspond à celle des expatriés? Par exemple, un point que j'aimais, qui me tient à cœur, c'est l'immigration zéro. Qu'est-ce que tu en penses? Éric Zemmour en a beaucoup parlé. Plus récemment, Marion Maréchal n'a pas répété ce terme. Elle a expliqué que ce qu'elle voulait, c'était... Tu étais pendant la visio, d'ailleurs, elle a fait une visio avec les Français étrangers. Elle a expliqué qu'il fallait une immigration choisie. Donc, c'est quoi ton point de vue sur l'immigration zéro? Est-ce qu'il faut une immigration zéro? Qui, qui est-ce qui dit immigration zéro? Zemmour, c'était le thème de campagne, et il y en a certains qui le disent encore. Ils disent qu'il faut arrêter l'immigration légale et illégale. Enfin, illégale et légale. Ils veulent aussi arrêter l'immigration légale. Ça a du sens ou pas? Ou tu penses que c'est une formule? C'est ce que je pense. Et si c'est une formule, est-ce que c'est une bonne stratégie? J'entends plus rien. Je sais pas ce qui se passe, j'ai plus de son. Tu m'entends là? Ah, là, ça y est, c'est bon. OK? Bon. Euh, L'immigration, c'est le sujet majeur. Ouais. Ben, en France, d'une part, parce que ça concerne tout le monde, mais aussi pour nous, parce que nous sommes des immigrés à l'étranger. Oui, ben, moi, je suis à l'étranger aussi et je considère aussi que l'immigration est un problème majeur de la France parce que ce pays est en train de partir en autre boudin. On assiste à une véritable invasion migratoire, on assiste à un basculement de population et donc si on n'arrête pas ce processus dans les, euh, dans les 5 prochaines années, je pense que ça va être extrêmement difficile après. Alors, ce qui fait que pour moi, l'immigration zéro, c'est pas du tout choquant. Ce que, si j'avais la possibilité de proposer quelque chose, je proposerais un moratoire migratoire. C'est-à-dire qu'on déciderait que, par exemple, pendant 5 ans ou pendant 10 ans, on arrêterait euh, l'immigration de manière à se donner le temps de régler les problèmes de ceux qui sont déjà sur notre territoire. Comment faire pour insérer ces gens-là dans la société française? Comment faire pour les intégrer d'un point de vue économique et social, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue culturel
sinon que d'arrêter le flux qui arrive. Si on n'arrête pas le flux qui arrive, comme il est très important, il est évident qu'on n'arrivera jamais à régler le problème intérieur. Donc, il ne faut pas se dissimuler. Le problème de l'immigration, il faut le traiter de cette manière radicale. Et là, on en arrive à l'Europe. L'Europe, avec son pacte migratoire, nous impose une immigration légale, invasive. Et il faut être contre ce pacte migratoire. Reconquête est contre le pacte migratoire, ce qui veut dire clairement que Reconquête n'est pas favorable à la continuation de l'ouverture des frontières à une immigration dite légale. Il n'y a pas d'immigration légale. L'immigration est nécessairement illégale. Elle est légale que si l'État souverain en décide. Or, actuellement, la France ne le décide pas. C'est Bruxelles qui décide pour la France par son pacte migratoire. Et si on ne respecte pas ce pacte migratoire, on sera sanctionné financièrement, 20 000 euros par immigré qu'on aura refusé. C'est D'accord. absolument aberrant. Voilà, je pense qu'on est d'accord sur ce point parce que tu parles de, si je comprends bien, d'immigration clandestine qui vient d'Afrique. Maintenant, que penses-tu de l'immigration des qualifiés d'Américains, de Chinois, d'ingénieurs, de médecins qui viennent Ah en ben France? là, Est-ce qu'il faut les là, arrêter totalement aussi? d'accord. Ah, donc d'accord. Donc Là, quand tu parles d'arrêt des flux migratoires, tu parles que d'arrêt des clandestins. Tu parles pas des travailleurs qui ont un visa, qui viennent du Japon, etc. Là, il n'y a pas de problème. Mais au contraire, D'accord. le pacte migratoire de la Commission européenne consiste pas à nous imposer des immigrés qualifiés venant des pays Oui, développés. oui, Non, non, mais là, non. on est bien d'accord. OK? Sans parler du Donc, on pacte est. migratoire, parce que je te parle du Voilà, terme mais ça, immigration zéro. Parce que exactement. certains parmi Oui. nos militants, enfin, les militants de Reconquête, parce que je n'en fais plus partie, mais parmi les militants de Reconquête, certains veulent tout arrêter, immigration zéro, dans le sens zéro, y compris zéro ingénieur et médecin chinois, japonais, américain. Ça n'a pas de sens, tu es bien d'accord avec moi? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça Ouais. fait partie de ce qu'on appelle l'immigration contrôlée qui est due aux besoins économiques du pays. Une immigration contrôlée, si on a besoin de médecins, on a besoin de médecins. Si on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de scientifiques, on a besoin d'économistes, de techniciens, etc., donc on n'arrive pas à fournir pour notre économie. Il est évident qu'il faut ouvrir nos frontières, mais encore une fois, faire comme la Hongrie, avec des contrats de travail Oui, et non pas très une bien, ouais. immigration de peuplement. Un contrat de travail, les gens arrivent, font leur boulot, leur contrat est terminé, ils s'en vont ou ils obtiennent une prolongation de leur contrat, ils restent, mais pas une immigration de peuplement. Quand on parle immigration, il faut savoir de quoi on parle. Immigration économique, c'est une chose, immigration de peuplement en est une autre. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'immigration de peuplement. D'accord, très bien. Donc, on veut une immigration choisie, comme en Hongrie, comme à Hong Kong, comme dans tout pays bien géré. Comme partout où il y a un gouvernement responsable. D'accord, très bien. Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la question des prénoms. Je ne sais pas si tu te rappelles, pendant la campagne présidentielle, les prénoms français du calendrier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un détail, hein, mais bon. Est-ce qu'il faut Oui, forcer les gens à choisir des prénoms français? écoute, les médias en font tout un paquet. La gauche anti-France en fait tout un paquet, parce qu'évidemment, c'est tellement facile de tirer sur l'ambulance dans ce sujet-là. Mais soyons sérieux, toi et moi, nous sommes à la même origine. Ok. Tu t'appelles Marc, je m'appelle Maurice, n'est-ce Oui. pas? Bon, et toi et moi, on est intégrés. On est beaucoup mieux intégrés parce que tu t'appelles Marc, et moi, je suis beaucoup mieux intégré parce que je m'appelle Maurice. C'est l'évidence même. Je ne vois pas pourquoi on va faire un paquet là-dessus. Ah, mais là, on est d'accord. Quel- Je suis d'accord que le prénom aide à l'intégration. Mais la mais le question, c'est est-ce prénom, qu'il faut non faire une seulement loi pour aide, forcer cela? le prénom aide à l'intégration, mais le prénom est également un, un- un geste, un Oui, oui. geste vers le pays d'accueil. Et demander à ces populations de faire un geste vers les pays d'accueil, ce n'est pas non plus excessif. C'est pas quelque chose d'absolument inacceptable, intolérable. Alors là, je suis d'accord. Demander, c'est une chose, mais imposer par une loi, est-ce que c'est pas autre chose? C'est, la loi française, quand elle existait pour les Français. Les Français étaient obligés de choisir un prénom dans le calendrier parce que c'était un calendrier chrétien. Ok. Marc Saint-Marc, Maurice Saint-Maurice. Bon.
Et les Français étaient bien obligés de choisir dans le calendrier chrétien. Alors pourquoi on acceptait que les Français soient obligés par la loi de choisir un prénom chrétien et pourquoi on serait choqué de vouloir imposer par la loi aussi un étranger d'une civilisation différente de choisir un prénom français pour qu'il s'intègre. Pourquoi quand c'est les Français, c'est normal qu'on les impose et pourquoi c'est un étranger, c'est pas normal qu'on l'impose. Voilà, je pose la question. D'accord. Donc, ton avis, c'est quoi? On peut l'imposer? Ben, On peut en faire une bonne idée? mon avis, c'est que l'immigration, si c'est une immigration de peuplement, les gens qui veulent venir vivre chez nous, ils doivent vivre comme nous, ils doivent accepter notre culture, nos mœurs, nos façons de vivre, nos prénoms, notre éducation, Oui, d'accord. et c'est ainsi qu'ils deviennent français. Et notre langue. D'accord. Mais Et un si on leur Hongrois, donne la possibilité de choisir, comme les socialistes l'ont fait, parce que le communautarisme a démarré sous Mitterrand avec Jacques Lang, hein, faut pas l'oublier ça. hmm, Et donc depuis maintenant 40 ans, ça fait des ravages. On leur a dit à l'époque, parce qu'à l'époque, avant que Mitterrand fût élu président de la République, on était dans un système d'assimilation. Tous les étrangers, les immigrés qui débarquaient étaient assimilés, quelles que soient leurs origines, fussent-elles extra-européennes. Ça ne posait aucun problème. Moi, j'avais des amis à l'université, d'ailleurs, un de mes meilleurs amis est d'origine algérienne, il est français, de nationalité, mais d'origine algérienne. Il a fait des études mais extraordinaires. Il est docteur d'État en droit. Il est docteur en médecine. Il a fait 2 doctorats. Enfin, c'est quelqu'un, c'est ce qu'on appelle une grosse tête, si tu veux. Bon, il s'est totalement intégré dans la société française. Il est français jusqu'au bout des ongles. Il considère, il est toutefois musulman. Bon, mais pour lui, la foi musulmane, c'est sa sphère privée. Il n'en fait pas état dans la rue. Il n'a pas un tapis hmm. pour prier dans la rue. Il n'exige pas, quand il donne un cours, de l'arrêter son cours dans l'amphithéâtre parce qu'il faut qu'il fasse sa prière. Il considère que sa religion, c'est privé, ça n'a rien à voir avec la vie publique. Comme les chrétiens ont leur religion privée, ça n'a rien à voir avec la vie publique. Et il s'est totalement assimilé. À l'époque, tout le monde s'assimilait. On trouvait ça normal. Il fallait faire cet effort, parce que c'est un effort de scolarisation, d'éducation, une volonté. Bon, Mitterrand et Jacques Lang ont foutu tout ça en l'air. Ils ont décidé que maintenant c'est fini. On ne parle plus d'assimilation, on parle d'intégration. Alors l'intégration, c'est quoi? On dit, ben voilà, maintenant, les étrangers qui viennent chez nous, eh bien, ils ont le choix. Ils ont le choix, ils peuvent continuer à vivre comme ils vivent chez eux, etc., etc. Mais bon, il faut qu'ils s'intègrent sur le plan social et professionnel. Mais par ailleurs, ben, ils vivent comme chez eux. Et c'est ainsi que le communautarisme est né en France. D'accord. Bon, je te pose la question autrement. Imaginons un couple de Franco-Hongrois qui viennent vivre en France et les enfants ont des prénoms hongrois qui sont nés en France. Ça pose pas de problème. C'est un choix. Les prénoms S'ils hongrois vivent sont bien tous à la d'origine française, chrétienne. Les comment? prénoms hongrois sont tous d'origine chrétienne. Oui, mais ils peuvent être à connotation. Ils sont hongrois, ils sont pas français. Voilà. Bon, Bah, ouais, je vais prendre si, un autre exemple. Je vais dire des Chinois. Voilà, moi j'habite à non, Hong ouais, Kong. je vais te dire si, moi je connais les couples franco-hongrois, Hmm. hein, puisque les Français ici sont beaucoup ont des conjoints ou des conjointes hongrois. Et donc ils ont des enfants qui sont binationaux, français, hongrois. Eh bien, ils ont des prénoms français, ils Ça, vont c'est à très bien. l'école Hein. française, à Budapest, ça ne pose aucun problème. Je vais te dire pourquoi. Ça ne choque personne. Ça ne choque ni le hongrois, ni le français. Parce qu'on est tous d'extraction chrétienne. Quand tu t'appelles Victor Orban, Victor, c'est Victor, tout simplement. Oui, bon, là, c'est le Voilà. même en français. Hein. Ok, C'est bon, le je vais même. prendre. Mais tous les autres prénoms sont les mêmes. Tu sais, par exemple, Jean. Ici, c'est Janos. Jean. OK? Alors, justement, est-ce que Janus, il devrait s'appeler Jean au lieu de Janus s'il est en Janos. France? Janos. Janus. Il peut s'appeler. Non, mais ça ne pose aucun problème, ça. D'accord, donc on n'est pas obligé Ça de pose l'imposer, de choisir un nom Non, mais non, typiquement mais non, francisé. Bon, on est mais d'accord non. alors. Ce qui compte, c'est l'éducation, la culture D'accord. et la religion, Bon, ça a du sens. éventuellement. Ok, très bien. Bon, une question plutôt, on va dire, généraliste sur le monde diplomatique. Ça me fait penser, tout ce qu'on vient de dire, c'est très, très intéressant sur la politique. Mais dans ma tête,
J'ai l'impression que la plupart des diplomates, des chefs de poste dans le monde, ils sont plutôt gauchistes, progressistes, macronistes. Toi, quand je te rencontre en tant qu'ancien ambassadeur, bon, ça me fait plaisir. J'attends un petit peu une voix différente. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Est-ce que c'est une idée reçue que l'administration française est plus à gauche? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils se réservent d'exprimer leurs idées? C'est quoi la réalité du terrain d'après toi? Est-ce que toi, à l'époque, tu étais un petit peu un ovni, quelqu'un de différent, ou tu parlais librement, ou alors je suppose qu'à l'époque, quand tu étais en poste, tu n'avais pas le droit de parler politique, tu ne parlais pas de tes opinions. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, assez facilement. Le problème est un problème générationnel. Le Quai d'Orsay, comme toute administration, comme toute entité, c'est un organisme vivant. Les anciens partent, les nouveaux arrivent. Moi, quand je suis arrivé au Quai d'Orsay en 1974, mes, mes supérieurs, ma hiérarchie, étaient constitués de deux catégories de diplomates. Ceux qui font partie de ce qu'on appelle la libération, les compagnons de la libération, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le général de Gaulle à Londres, les compagnons de la libération, qui ont fait la guerre, et puis ceux qui sont, qui viennent de l'École nationale de la France d'outre-mer, c'est-à-dire les administrateurs de nos anciennes colonies. Bon. Et donc, ces deux catégories de personnel étaient des diplomates très souverainistes, très patriotes, très gaullistes. Le gaullisme ne se discutait pas. C'était c'était de l'oxygène que l'on respirait. Bien. Ouais, ça a changé. Ça, c'était dans les années 70. C'était la fin. C'était la fin de la queue de la comète que j'ai connue, mais j'ai connu ces gens-là. Ensuite, de nouvelles générations sont arrivées, essentiellement des énarques. Donc, une autre formation, un autre itinéraire, des jeunes qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas fait la guerre, des jeunes qui sont arrivés un petit peu avec la cuillère d'argent à la bouche Ouais. et qui ont, pendant encore une dizaine d'années, jusqu'à l'arrivée de Mitterrand, suivi une politique étrangère néo-gaulienne, qui était encore la politique de Pompidou, bien sûr, et puis de Giscard ensuite. Et la rupture est venue toujours avec Mitterrand en 1981. 1981 est une véritable rupture, est une véritable bascule en France, sur tous les plans, politique, économique, social, etc. À partir de ce moment-là, Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à l'époque ce qu'on appelle le. Il a nettoyé, il a fait le nettoyage dans l'administration. Et il a remplacé les gens de l'ancienne obédience politique par ces gens à lui. Okay, et donc sont arrivés au Quai d'Orsay, mais pas seulement au Quai d'Orsay, sont arrivés au Quai d'Orsay des gens socialistes. Et les jeunes qui étaient au Quai d'Orsay, qui voulaient faire une carrière, il fallait qu'ils s'encartent. Ou s'ils ne s'encartaient pas, il fallait qu'ils s'inscrivent dans le moule pour faire carrière. Alors c'est ainsi que les idées socialistes se sont implantées petit à petit au sein de l'administration. Et après, les générations qui ont suivi, 80, 90, etc., sont tous Nous, les jeunes qui sont sortis des écoles. Et on sait très bien quelle est la formation qui a été donnée à ces jeunes-là. Donc, ce qui fait que, pour répondre à ta question, le problème, il est générationnel au Quai d'Orsay. Moi, quand j'ai débuté ma carrière, on était sur le bilatéral et on était sur l'intérêt national. Dans les années 80, on a changé de perspective. On est passé du bilatéral au multilatéral et on est passé de l'intérêt national aux intérêts transnationaux, avec les droits de l'homme, avec l'état de droit, avec la promotion de la démocratie, avec l'environnement durable, avec toutes ces choses-là. Tous ces grands sujets transversaux étaient devenus les sujets principaux de la diplomatie française au détriment des sujets bilatéraux d'intérêt national. Donc l'intérêt national, petit à petit, a été perdu de vue en faveur de l'intérêt supranational. Alors je ne te parle pas de l'Europe, évidemment. La France, au sein de l'Europe, c'est l'intérêt supranational européen qui prévaut. Et aujourd'hui, de manière magnifique, puisqu'on te parle maintenant de souveraineté européenne. ouais. Donc, on peut dire en quelque sorte
que les administrations, l'ENA, enfin, même si ça a changé de nom, c'est plus vraiment ça, Sciences Po, c'est pour ça que Sciences Po est devenu tellement à gauche. Maintenant, il y a des drapeaux pro-palestiniens, etc. partout. Donc, c'est générationnel parce que maintenant, on fabrique des gauchistes dans toutes les administrations. Exactement. Moi, quand j'ai fait Sciences Po, je ne reconnais pas mon école. Je ne reconnais pas mon école. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Et comment on peut remédier à ce problème? Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour renverser la Ah ben, tendance? oui, il faut, c'est facile de dire il faut, mais en fait, c'est un problème de fond qui est extrêmement important à mener si on souhaite sortir la France de cette gangue, si on souhaite faire renaître la nation française, il faut reconstruire de nouvelles élites. Il faut reformer de nouvelles élites. Il faut modifier de fond en comble notre système d'éducation nationale au niveau primaire et secondaire et au niveau supérieur. Et Donc, ça, c'est un c'est-à-dire, travail de fond qui demande des décennies, comme il a fallu des décennies pour détruire ce qui existait avant. c'est-à-dire, par exemple, sortir de tout ce qui est wokisme, Ah euh, ben évidemment, bien sûr. ce que fait par exemple Marion Maréchal avec l'ICEP, ça contribue. C'est un Voilà, peu un Sciences ce Po de que fait droite. Marion Maréchal avec l'ICEP est une excellente initiative et c'est cette démarche-là qu'il faut maintenant développer au maximum. Mais est-ce que les Français en ressentent le besoin? C'est un autre sujet. Oui, il y a un gros travail métapolitique à faire pour changer les mentalités. Tout à fait. Et, bon, les diplomates qui nous regardent, je pense qu'il y en a qui vont le voir, les ambassadeurs actuels, les consuls généraux actuels, ils vont voir ton interview, ils vont dire, mais c'est qui ce fou, cet extrémiste, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds? Mais d'abord, je ne vois pas pourquoi ils me disent que je suis fou. Ancien collègue. C'est une façon de parler. Non, mais C'est pas il y a une l'ambassadeur type. réalité. Il y a une réalité, c'est tout. Il y a un changement générationnel que personne ne peut contester. Un diplomate qui a connu qui est rentré dans la carrière dans les années 70 n'est pas le même homme intellectuellement, humainement, psychologiquement, que celui qui rentre dans la carrière en 2000 ou en 2010. C'est pas du tout la même chose. On n'a pas connu la même formation, on n'a pas eu les mêmes itinéraires, on n'a pas évolué dans le même contexte international. Quand on évolue dans un contexte national, national, où l'intérêt général prévalait au-dessus de tout, et quand on évolue dans un contexte où, au contraire, l'intérêt général, on n'en parle pas, l'intérêt national, on n'en parle pas, mais on parle que des intérêts supranationaux, c'est pas du tout les mêmes hommes. Ça me fait penser tu sais, il y a quelque chose qui dit les temps difficiles créent des hommes forts, les temps prospères créent des hommes faibles. Est-ce qu'on peut dire les temps prospères ont créé les gauchistes qu'on a aujourd'hui? Bon, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais bon. Il y a certainement du vrai dans ce que tu viens de dire. Très bien. Et tu sais, ça fait penser aussi aux arts martiaux, parce que si pratiquant les arts martiaux, tu me diras ce que tu en penses. Et moi, j'ai l'impression que les arts martiaux, ça aide. Normalement, quand on pratique les arts martiaux, on est un peu plus conservateur parce on a la discipline, on a un petit peu le goût de l'effort, on cultive un petit peu le mérite. Voilà, on ne peut pas avoir une médaille dans un tournoi en partageant des idées. Voilà, c'est pas du communisme, on donne pas une médaille à tout le monde. Donc, je dis que quand on fait des arts martiaux, on est un petit peu de droite. Et donc, de nos jours, un petit peu ma façon de faire un peu de la métapolitique, c'est de promouvoir ça. Et donc, quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on a pas mal de points en commun dans les arts martiaux. Voilà, donc ma dernière question, ce serait un petit peu ça. Il y a un petit peu moins de lien direct avec la politique. Mais bon, est-ce que toi, les arts martiaux, comme tu en fais, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait? Et est-ce que ça a une influence avec tout le reste? Est-ce qu'il y a un petit peu de politique dedans? Est-ce que ça façonne ta façon de penser? Écoute, évidemment, je partage entièrement ce que tu viens de dire, hein. Pour moi, les arts martiaux, c'est une partie de ma vie. Mais pour rester au niveau politique, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se passe en Chine. Moi, j'ai assisté dans les années 80 à la renaissance des arts martiaux en Chine. Parce qu'il faut savoir que les arts martiaux furent interdits en 1950, Par les après communistes. l'avènement au pouvoir de Mao, communiste. Pourquoi? Parce que Mao, qui connaît bien l'histoire de son pays, savait très bien que les arts martiaux, c'était des viviers d'opposition à l'empereur, par moment, pas d'une manière permanente, mais par moment,
lorsqu'il y avait des injustices qui allaient au-delà de certaines limites, il y avait en quelque sorte des justiciers qui apparaissaient et qui émanaient d'où? Des milieux des arts martiaux. Donc il y avait des batailles menées entre, par exemple, les moines Shaolin et le régime impérial. Et ça, Mao ne l'a pas oublié et il ne voulait surtout pas que cela puisse se reproduire dans la nouvelle dynastie qu'il venait d'établir. Donc, les arts martiaux étaient interdits. Puis ensuite, on a vu renaître petit à petit les arts martiaux avec la renaissance économique et sociale de la Chine et avec la réconciliation de la Chine avec son histoire, avec sa tradition et sa vieille civilisation. Le symbole de cela, ce sont les instituts Confucius qui ont été créés un peu partout dans le monde pour promouvoir la culture et la civilisation chinoise. Et aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on constate d'une manière brillante? C'est que les arts martiaux chinois font partie justement de ce patrimoine culturel et civilisationnel que la Chine utilise pour promouvoir son pouvoir d'influence, pour ne pas dire soft power dans le monde. Alors, après ce petit détour, c'est pour te dire tout simplement que les arts martiaux ont un lien avec le politique en Chine. C'est que la Chine montre clairement au monde, si on ne le comprend pas, c'est qu'elle n'est plus la Chine communiste que l'on a connue dans les années de 50 à 90, en gros, 80, fin 80, disons, une Chine qui était fâchée avec son histoire, qui faisait démarrer son histoire en 1949 et qui faisait table rase avec la révolution culturelle de tout son passé. Non, maintenant on assiste à une Chine fière, renaissante, qui renoue avec son passé et avec ses traditions. Et les arts martiaux s'inscrivent dans ce cadre général. Alors les arts martiaux, on ne peut pas dire qu'en Chine c'est de droite. C'est pas possible. Bon. Or, ce qu'on peut dire, c'est que les arts martiaux, c'est la tradition, c'est le maintien de nos racines, c'est la conservation, pour ne pas utiliser le terme conservatisme, c'est la conservation de ce que nous sommes. Et ça nous permet d'éviter d'aller vers les dérives occidentales, américaines en particulier, qui se répandent ensuite avec un peu de retard en Europe, vers le wokisme, vers toutes ces idées, vers le LGTB, vers ces réformes sociétales qui sont totalement immorales, je dirais même amorales, qui vont à l'encontre même de l'évolution humaine, de ce que c'est qu'un homme, de ce qu'est une femme. Les arts martiaux, c'est l'antidote à tout cela. Et je ne dis pas que c'est de droite, je dis que c'est la tradition, ce sont nos racines. Mais la tradition et racine, ce sont des termes de droite, c'est même facho pour certains. Ben, s'ils estiment que c'est de la droite, ben, moi, ça m'est égal. Mais pour Ouais. moi, ce qui est important dans un peuple, s'il veut survivre, s'il veut connaître de vivre, s'il veut continuer à vivre, il faut qu'il ait ses racines. Sans racines, une plante s'étiole. La France est en train de s'étioler en raison d'avoir perdu beaucoup de ses racines ou d'importer des racines qui ne sont pas les siennes. Tout à fait. Bon, je pense qu'elle est tout à fait d'accord sur ce sujet des arts martiaux et ce que ça façonne l'individu, le tempérament, le caractère. Et normalement, quand on fait des arts martiaux, je ne sais pas si on devient de droite, mais on devient plutôt traditionnel, conservateur et on a du bon sens. On cultive le goût de l'effort, la force et donc des valeurs saines. Normalement, quand on fait des arts martiaux, Tout à fait. on a des valeurs saines et on évite des dérives comme le wokisme, etc. Donc là, je suis content parce qu'en fait, tu dis la même chose que moi. Des fois, je le dis à des amis, ils me disent que je suis un peu fou. Mais donc, très bien, très bien. Est-ce que pour toi, parce que quand tu m'as dit que tu m'as parlé de l'histoire de la Chine avec les arts martiaux, ça me fait penser à Macron enfin, le gouvernement français qui a demandé aux Français de rendre les armes. Donc, on a beaucoup moins d'armes en France. Tu fais un parallèle ou pas? Oh non, 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 je ne fais aucun Pas parallèle. du Ça, tout. c'est vrai, ça. Non, Parce non, que tu c'est sais vrai. qu'en France, Ça, c'est un autre sujet. C'est la volonté délibérée de désarmer de ce qui reste de l'armement en France. hmm, C'est de désarmer totalement les Français pour les mettre, pour les rendre totalement à la portée, à la merci du système. ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu similaire, c'est-à-dire on veut que les Français soient inoffensifs. Absolument, Voilà, donc absolument.
Je sais pas où on va. Ok, très bien, mais en tout cas, très intéressant. Je suis content parce qu'on a parlé de tout, de politique, de racines d'arts martiaux, de diplomatie. Et c'est pas tous les jours qu'on arrive à parler avec un ambassadeur, parce qu'on reste ambassadeur à vie, en quelque sorte, hein, monsieur l'ambassadeur. Et donc, c'est des points de vue intéressants. Est-ce que tu as un dernier mot, un sujet qui te tient à cœur? Écoute, moi, le seul sujet qui me tient à cœur, c'est que on puisse sortir de cette Union européenne autoritaire, antidémocratique, technocratique, qui veut ensevelir les nations européennes dans un carcan qui étouffe les Européens, qui va faire en sorte que l'Europe va devenir un tiers-monde supplémentaire dans le monde, alors que pendant ce temps-là, tu as tous les autres pays du Sud qui, eux, se développent, qui émergent, et nous, on va couler grâce à cette Union européenne. On nous a promis la prospérité, on a la misère. On nous a promis la paix, on a la guerre. Toutes les promesses qui ont Hmm. été faites au nom de cette Union européenne se sont avérées fausses. Et donc maintenant, c'est l'heure de vérité. Il faut sortir de là. Il faut que il faut que les Français le comprennent. Il faut le Bruxit, faut tout dynamiter. Il faut faire le Brexit. D'accord, très bien. En tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, Maurice. Je rappelle que tu es le seul candidat des Français de l'étranger sur les Reconquêtes, il me semble, là. Donc, c'est très intéressant de Oui, parler avec toi parce que, bon, ma chaîne YouTube est surtout pour parler des expatriés. Donc là, je parle des expatriés, je parle des européennes, je parle de la diplomatie, je parle même des arts martiaux. Là, on a parlé de tout. Là, c'est super. Voilà. Bon, j'espère à très bientôt à Budapest ou ailleurs. Tu passeras ok, bientôt peut-être à Hong Kong dans quelques mois. Tiens-moi au ok, courant. Et où que tu ailles, ok, on se reprend un café. Voilà. ok. Merci beaucoup, Ciao, au Maurice. À très revoir, bientôt. au revoir.